Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez le 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce mercredi 28 janvier 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le gisement de fer de Garchbilat entre aujourd'hui dans une nouvelle ère portée par la volonté politique du président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune. Ce méga-projet réalisé en un temps record, un chantier s'achève. Zoom sur les compétences algériennes portrait dans ce journal. Algérie-France, Ségolène Royal plaide pour une amitié réparée et insiste sur le respect de la souveraineté algérienne. On fait le point dans ce journal. Génocide à Gaza, le bilan s'alourdit à 71 667 martyrs et 171 434 blessés. Et puis Téhéran affirme n'avoir pas demandé de négociation avec les États-Unis. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, le gisement de fer de Garchbilat entre aujourd'hui dans une nouvelle ère portée par la volonté politique du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune. Ce méga-projet réalisé en un temps record, un chantier s'achève et derrière ce projet stratégique des visages, de l'expérience et une transmission de savoir. C'est un portrait signé Maria Chouyer, notre envoyée spéciale à Béchar. Ici, à Béchar, sous le soleil du sud-ouest algérien, les travaux ont touché à leur fin sur l'un des projets ferroviaires les plus stratégiques du pays, la ligne minière ouest. Ingénieur, père de famille, fort de plusieurs années d'expérience, il fait partie de ces hommes de terrain qui portent le projet au quotidien. Il supervise, vérifie, ajuste et transmet surtout son savoir-faire. Pour lui, chaque geste compte. Tu vas intégrer le projet de ferroviaire de Béchar. C'était vraiment un honneur pour moi et une perspective à venir et un défi à relever. Ça fait 16 mois qu'on est là. On travaille d'arrache-pied pour achever les travaux dans les plus brefs délais. Une journée, on peut dire que ça commence la veille. La veille, on prépare un planning avec mes collaborateurs. Le lendemain sur place, pendant la journée sur place, on essaie de réaliser les tâches qu'on a programmées et de respecter les délais convenablement. Sur ce chantier, malgré la fatigue, le bruit des machines et la poussière, cet ingénieur n'oublie jamais de porter son sourire. Il supervise l'un des projets les plus importants de sa carrière. Les premières intentions et le premier coup d'œil qui vient à l'esprit lorsqu'on voit les rails commencent à s'installer, c'est l'avenir du projet. Et surtout, le but principal, c'est d'acheminer le fer sur les usines de transformation. Mais à long terme, le projet va ramener beaucoup d'intérêt sur le plan économique et touristique pour notre pays. À Béchar, ce chantier ferroviaire n'est pas seulement une infrastructure, c'est le symbole d'un savoir-faire transmis aux nouvelles générations pour construire rail après rail l'Algérie de demain. Et le récit de ce portrait de Leïla Guertal est justement qu'est-ce que ce méga-projet va apporter à l'Algérie et l'Afrique également. Élément de réponse avec Rida Amrani, expert en politique industrielle. Pour l'Algérie, je vous le dis, c'est la sécurité d'approvisionnement d'une partie très importante de notre industrie. La métallurgie, la mécanique, l'infrastructure, la construction navale. Tout ça, grâce à ce minerai, grâce à cette voie ferrée, grâce à cette autonomie totale, on gère de A à Z tout le système productif, tout le système de développement. Et pour l'Afrique, vous imaginez, nous sommes au port à Tindouf, nous sommes à 24-48 heures des réseaux ferroviaires africains. On pourra aller traverser la voie ferrée transversale qui part de Dakar jusqu'à Lagos. On pourra donc, et on peut atteindre aussi jusqu'à Accra et Abidjan.
Donc on peut, comme on a construit cette voie ferrée jusqu'à Tindouf, on peut encore aller jusqu'à Accra. C'est ça notre avenir. Et pour l'Afrique, imaginez qu'on va mettre un conteneur qui sera débarqué sur un port algérien. On va le mettre à 48 heures par train de sites comme Abidjan ou Accra, au Ghana. Vous imaginez pour l'Afrique? Et on va raccorder l'Afrique à la Méditerranée par la voie ferrée. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à Tindouf, il faut qu'on continue et qu'on aille jusqu'à Accra, jusqu'à Abidjan. Voilà et ça nous permet aussi de par là d'aller jusqu'à Lagos, puisqu'on va avoir la voie ferrée de Dakar jusqu'à Lagos. Voilà ce que c'est pour l'Afrique. C'est ce que nous sommes en train de vivre, notre génération, est quelque chose d'extraordinaire. Et dans une déclaration à la presse à l'issue d'une audience que lui a accordée le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, la présidente de l'association France-Algérie Ségolène Royal a insisté sur le respect mutuel d'égal à égal. Je suis très honorée de l'audience que vient de m'accorder Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, qui prouve sa volonté de dialogue, dès lors que le respect et la considération sont également au rendez-vous. Je suis venue écouter et apprendre dans 2 domaines, la créativité économique et la culture. Car l'Association pour l'amitié entre la France et l'Algérie que je préside travaille depuis plus de 60 ans au développement du dialogue, de l'amitié, de l'échange, de la compréhension mutuelle et de la recherche de perspectives communes. Et justement pour construire des perspectives communes, et il y en a beaucoup, comme je le constate, les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés ce matin m'ont dit le potentiel considérable que représente l'excellente formation des salariés et collaborateurs ici dans le pays, leur motivation, leur envie de créer et de réussir. C'est pourquoi la reconstruction de l'amitié entre la France et l'Algérie est un devoir que nous avons d'abord envers les jeunes générations des 2 rives, qui ne demandent qu'à développer ensemble leurs projets. Selon Ségolène Royal, le premier geste que doit faire la France, qui aurait dû être fait depuis longtemps, c'est la restitution des biens culturels et des archives. Et le premier geste que doit faire la France, qui aurait dû être fait depuis longtemps, c'est la restitution des biens culturels et des archives, et j'y mettrai toute ma force. D'abord les objets de l'émir Abdelkader et des autres personnalités algériennes. Ensuite, les ossements de tous les chouhadas, conservés au musée de l'Homme, afin de leur donner pour qu'ils soient honorablement inhumés, comme l'a dit le président M. Tebboune. Toutes les archives, ensuite, qui sont conservées à Aix-en-Provence et qui ont été pour partie numérisées et donc qui peuvent être rendues très rapidement. Le canon d'Alger, qui se trouve à Brest. Tout cela, c'est d'ailleurs la commission mixte Histoire et Mémoire qui l'a confirmé dans son rapport du 22 novembre 2023. Je veux y ajouter, parce que c'est un domaine que je connais bien, j'étais ministre de l'Énergie, je veux y ajouter les archives et le dossier complet sur les essais nucléaires dans le Sahara, afin de mesurer l'ampleur en effet des dégâts et les réparer. Et dans une déclaration à la presse au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, au siège de la présidence de la République, le haut conseiller du président américain pour l'Afrique et les affaires arabes et le Moyen-Orient, Massad Boulos, a souligné mardi à Alger la solidité des relations algéro-américaines, réitérant l'engagement commun des 2 pays à œuvrer pour un avenir plus pacifique et plus prospère. C'est un grand honneur pour moi de retourner en Algérie, là où je perçois encore une fois l'accueil chaleureux qui caractérise le peuple algérien. Et je remercie le président Tebboune de m'accorder l'opportunité d'un autre dialogue riche et constructif. Nous avons réaffirmé avec le président Tebboune notre engagement commun à consolider notre coopération, notamment en ce qui concerne la promotion de la paix et la prise en charge des préoccupations sécuritaires et régionales. Nous avons par ailleurs constaté l'énorme potentiel que nous avons d'élargir notre coopération commerciale, conformément à la base solide de la coopération économique entre nos 2 pays.
Le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Lando est arrivé mercredi 28 janvier au siège de l'Union africaine à Addis Abeba dans le cadre de sa tournée régionale, rencontrant le président de l'Union africaine Mahmoud Ali Youssouf. Avant que les deux hommes ne s'adressent aux journalistes, Youssouf a plaidé pour une coopération renforcée, affirmant que les tensions entre les États-Unis et l'Afrique du Sud devaient s'apaiser, ajoutant que les deux pays dépendaient l'un de l'autre en matière de ressources, d'expertise et d'investissement. Direction le Madagascar à présent, les intempéries qui frappent Madagascar depuis fin novembre dernier ont fait 19 morts et 19 blessés selon un bilan publié mardi soir par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Un précédent bilan donné début janvier faisait état de 11 morts. Plus de 6000 personnes, soit environ 1600 ménages, ont été affectés à travers le pays. Les dégâts matériels sont considérables avec 1319 habitations inondées et une centaine de maisons totalement détruites. Direction le Soudan à présent, où plus de 3 millions de Soudanais déplacés par près de 3 ans de conflit sont rentrés chez eux selon l'Organisation internationale pour les migrations. Selon un rapport de l'OIM, 3,3 millions de déplacés soudanais sont rentrés chez eux à fin novembre 2025. Cette accélération des retours intervient après une vaste offensive lancée fin 2024 par l'armée soudanaise pour reprendre des régions du centre tombées aux mains des forces de soutien rapide. La campagne s'est conclue par la reprise de Khartoum en mars 2025, incitant de nombreuses familles à rentrer. Le rôle des Émirats arabes unis dans plusieurs dossiers sécuritaires et politiques en Afrique et au Moyen-Orient suscite une attention croissante. Présente dans des contextes aussi variés que la Libye, le Yémen et le Soudan, les Émirats sont mentionnés par des acteurs locaux et internationaux dans des dynamiques régionales complexes marquées par des enjeux de sécurité, d'influence et de recomposition politique. Tinhinan Makassi. À travers l'histoire, la région Afrique et les pays arabes ont souvent été victimes de menaces et d'abcès sécuritaires qui, selon plusieurs experts, sont loin d'être des événements fortuits. Pour les historiens qui travaillent sur ces deux régions du globe, ils sont l'aboutissement d'un système basé sur l'hégémonie géopolitique, où les puissances étrangères appuyées par des régimes régionaux inféodés cherchent à organiser le chaos pour tenter de contrôler les territoires, les ressources et les trajectoires politiques. Dans ce dispositif, les Émirats arabes unis jouent un rôle clé, bien au-delà de l'image projetée par certains médias d'un État modernisateur et neutre. Depuis plus d'une décennie, Abu Dhabi assume le rôle de garant du statu quo en faveur de l'Occident et de l'entité sioniste, dans le Proche et Moyen-Orient. En Libye, au Yémen, au Soudan, le rôle des Émirats dans la fragmentation du pays est dénoncé par le Soudan, une ingérence qui fait la une des médias arabes et africains. Par son soutien aux milices séparatistes yéménites, en contrôlant les ports, les îles stratégiques, les Émirats transforment le territoire du Yémen en un espace militarisé au service des routes commerciales et intérêts énergétiques occidentales et sionistes, au mépris de toute souveraineté nationale yéménite et les fraternités arabes qui ont façonné la diplomatie commune. En Libye, la même logique prévaut. Le soutien militaire et financier apporté aux camps hostiles à l'unification du pays en violation réitérée des cadres légaux internationaux, s'inscrit dans une volonté de bloquer toute recomposition politique dans le plus strict respect des résolutions des Nations Unies, telles que prônées par les pays voisins et appelées de ses vœux par le peuple libyen. Là encore, Abu Dhabi semble adopter une vision contraire aux intérêts et aux aspirations du peuple libyen. Le même scénario se répète à l'Est, au sud et au sud-est de la Libye, ainsi qu'au Soudan. Le soutien aux forces de soutien rapide a été pointé du doigt par la diplomatie soudanaise au sein même du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Partout, de Sanaa à Tripoli, de Benghazi à Khartoum, une constante apparaît. Les Émirats arabes unis ne sont pas un acteur neutre, mais jouent le rôle d'un instrument régional d'un ordre global, chargé de produire ou contrôler le chaos. La fragmentation, la militarisation et le contrôle des ressources sont utilisés pour imposer une domination indirecte au détriment des souverainetés nationales.
En République centrafricaine, plus de 1100 ex-combattants ont été désarmés et démobilisés entre juillet et décembre 2025 selon une note d'information publiée par la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Le désarmement, la démobilisation et la réintégration constituent des bases essentielles pour la protection et le soutien des communautés d'accueil tout en contribuant au renforcement des capacités nationales en faveur d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable, souligne la même source. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 71 667 martyrs et 171 434 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023. Selon un nouveau bilan annoncé ce mercredi par les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 5 martyrs et 6 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, a indiqué la même source, notant que de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. À l'intérieur de l'hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza, les patients reposent dans des chambres d'hôpital bondées en attendant avec impatience la réouverture du point de passage de Rafah. J'attends actuellement l'ouverture du passage à niveau. Mon fils n'est pas le seul blessé, mais son état est critique car il a reçu une balle dans le cerveau avec une double plaie d'entrée et de sortie. La balle est entrée par l'arrière et est ressortie par l'avant. Même les médicaments de base sont introuvables à l'hôpital. Un simple comprimé d'acamol, du paracétamol, est introuvable. Je suis donc obligée de l'acheter à l'extérieur. Je souhaite que mon fils puisse se faire soigner à l'étranger, recevoir des soins appropriés, revenir en meilleure santé qu'avant. C'est tout ce que je souhaite pour lui. Personne dans la bande de Gaza ne ressent les effets du cessez-le-feu car la stabilité n'est toujours pas revenue. Chacun aspire à vivre dans la stabilité et le calme. C'est ce que nous espérons avant de reconstruire nos maisons, avant de reconstruire quoi que ce soit et même avant toute aide. Chacun souhaite vivre en paix, en tranquillité comme tous les autres peuples du monde. Je subis un traumatisme crânien du côté droit qui a affecté mon bras, ma jambe, mon visage. J'ai passé environ 40 jours en soins intensifs et dans le coma. J'attends la réouverture du point de passage pour pouvoir voyager et subir une greffe osseuse du côté droit de ma tête, améliorer mon état et recevoir des soins pour ma main et ma jambe. Mon dossier médical est prêt depuis 10 mois et j'attends l'ouverture du point de passage de Rafah pour pouvoir me rendre dans n'importe quel pays et y terminer mon traitement. Il existe certaines possibilités ici, mais elles ne sont pas comparables à celles disponibles à l'étranger. À l'étranger, les ressources et les traitements sont accessibles, notamment pour les infections cérébrales. La blessure concerne le cerveau et les nerfs, si Dieu le veut. Le point de passage de Rafah ouvrira après que l'armée aura retrouvé le corps de celui du dernier otage israélien. Le Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa a souligné mardi l'urgence d'ouvrir de tous les points de passage pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza. S'exprimant lors du Conseil des ministres, Mustafa a souligné l'importance de l'ouverture des points de passage pour l'accès de l'aide humanitaire. Et le porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a appelé à la pleine application des accords de cessez-le-feu. Le secrétaire général exhorte une fois de plus toutes les parties prenantes à définir une voie essentielle pour mettre fin à l'occupation, reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et parvenir à une solution à 2 États conforme au droit international et aux résolutions de l'ONU. Et en Syrie, les forces de l'entité sioniste se sont de nouveau infiltrées mercredi dans plusieurs zones de la campagne sud de la province de Qantira, a rapporté l'agence de presse syrienne Sana. Pour rappel, la Syrie réitère ses appels au retrait des forces d'occupation sionistes de son soutien
terroriste, affirmant que toutes les mesures prises par l'occupation dans le sud syrien sont nulles et non avenues, sans aucun effet juridique au regard du droit international, et appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités, à mettre un terme aux pratiques de l'occupation et à l'obliger à un retrait total du sud du pays. Et dans le reste de l'actualité de ce journal, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a affirmé n'avoir pas demandé de négociation avec les États-Unis. Il n'y a eu aucun contact entre M. Witkoff et moi ces derniers jours et nous avons formulé aucune demande de négociation. Divers intermédiaires ont bien sûr pris contact. Différents pays tentent de bonne foi de jouer un rôle et nous sommes en contact avec eux, mais aucune décision n'a encore été prise. Nous n'avons fait aucune demande. Notre position est claire, les négociations ne peuvent avoir lieu sous la menace et toute discussion doit se dérouler dans des conditions où les menaces et les exigences excessives sont écartées. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'une autre armada américaine se dirigeait vers l'Iran et qu'il espérait que Téhéran conclurait un accord avec Washington sur le dossier nucléaire, sinon une attaque serait inévitable, menace-t-il. Revers diplomatique pour Donald Trump ou revirement géopolitique dans le monde arabe. L'Arabie saoudite refuse l'utilisation de son territoire et de son espace aérien pour une attaque américaine contre l'Iran. Que constitue cette prise de position saoudienne? Élément de réponse avec Safwan Ben Sabel. Riyad change de posture face à la politique américaine envers l'Iran. L'Arabie saoudite a refusé de soutenir une attaque américaine depuis son territoire et interdit l'utilisation de son espace aérien. La prise de position claire saoudienne intervient dans un cadre de tensions croissantes entre l'Iran et les États-Unis, au point où la Maison-Blanche envisage ouvertement une intervention militaire en territoire iranien. Le refus saoudien est accompagné du refus émirati. La position de Ben Salman constitue un revers diplomatique pour Donald Trump, alors que Riyad est le plus grand allié de Washington dans la région. Ben Salman a par ailleurs transmis l'information personnellement au président iranien Massoud Pezeshkian. Malgré les différends idéologiques entre les deux pays, l'Arabie saoudite refuse une énième escalade de violence qui pourrait porter un coup dur à la stabilité régionale. En outre, une attaque depuis la base américaine en territoire saoudien constituerait une prise de parti de facto de la part de Riyad contre Téhéran. L'Arabie saoudite s'inscrirait alors dans une confrontation militaire potentielle avec son rival iranien, aux conséquences imprévisibles. Des infrastructures pétrolières saoudiennes avaient été touchées en 2019 et attribuées à l'Iran et ses alliés, un scénario que ne souhaite pas voir se reproduire le royaume saoudien. L'axe Washington-Riyad n'est plus celui qu'il était jadis. De l'eau a coulé sous les ponts depuis le pacte de Quincy. Pétrole saoudien contre protection américaine, telle en était la teneur. La fenêtre unipolaire américaine étant sur la fin, un changement de paradigme s'opère dans le monde arabe. Les aventures américaines ne font plus autant d'émules qu'avant. Washington a menacé de sanctionner de hauts responsables politiques irakiens visant l'État irakien, y compris potentiellement ses revenus pétroliers vitaux, si des groupes armés soutenus par l'Iran, selon Washington, étaient inclus dans le prochain gouvernement. Et les fortes pluies et les vents violents qui ont balayé le Portugal dans la nuit de mardi à mercredi ont fait au moins 2 morts et de nombreux dégâts dans la région de Lisbonne et le centre du pays, selon les services de secours. Et plus de 1000 personnes ont été évacuées en Sicile après l'effondrement dimanche d'un tronçon de falaise de 4 km de long pendant une tempête, laissant des maisons dangereusement perchées au bord du précipice, ont indiqué les autorités.
En Indonésie, le bilan d'un glissement de terrain survenu sur l'île indonésienne de Java est monté à 50 morts, a annoncé mercredi un responsable des secours, alors que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. En Australie, les pompiers australiens ont ordonné mardi 27 janvier l'évacuation de centaines d'habitants menacés par la propagation d'incendies dans le sud-est du pays, en pleine vague de chaleur, comme le montrent ces images. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain. Tout de suite, retrouvez Leila Gertal pour votre émission L'Échiquier international.